Je n'en ai jamais vu une comme ça en vrai, dans l'ombre. Moi non plus. Au fait, dans l'ombre putain. Merde. Et le feu, on dirait qu'il n'est pas réel, non? Comme si c'était des graphismes ou quoi. Ouais. En Russie, en ce moment même, la plus grande raffinerie de pétrole du pays est en train de brûler. Dans la ville russe de Kstovo, dans la région de Nijni Novgorod, dans la nuit du 2 juillet, des explosions ont retenti, après quoi un immense incendie s'est déclaré à la raffinerie de pétrole Lukoil. Et dans ce contexte, à la Douma d'État de la Fédération de Russie, ils ont enfin commencé à se révolter. La Russie pourrait se retrouver sans pain. Les autorités russes taisent l'ampleur de la crise du carburant dans le pays. Déclaration du chef du comité de la Douma d'État de la Fédération de Russie pour la protection de la famille. Et à la fin du mois de juin, dans 12 régions de la Fédération de Russie, l'essence de marque IA 92 coûtait plus cher que son équivalent aux États-Unis d'Amérique. Dans le même temps, selon le service de recherche Gallup, la part des Russes qui se plaignent de la baisse de leur niveau de vie a atteint en 2026 son maximum en 20 ans d'observation. Et pour Vladimir Poutine, une autre mauvaise nouvelle arrive. Les prix du pétrole sur le marché mondial se sont effondrés jusqu'à un niveau qui n'avait pas été observé depuis avant la guerre au Moyen-Orient. Les superprofits du Kremlin vont donc chuter brusquement. Au même moment, l'agence Bloomberg fait aujourd'hui l'effet d'une bombe. La Russie a utilisé des pétroliers de la flotte fantôme pour effectuer des reconnaissances de l'infrastructure militaire de l'OTAN dans les pays européens. Et c'est précisément à partir de ces pétroliers que les Russes lançaient dedans des drones contre les pays européens. D'un autre côté, en Allemagne, le premier et unique suspect arrêté pour l'organisation des attentats contre le gazoduc Nord Stream a comparu devant le tribunal. Il s'agit d'un citoyen ukrainien de 50 ans. En Allemagne, l'Ukrainien est accusé de complicité et de commission d'un crime de guerre. Je m'appelle Alexei Petchy. Discutons ensemble de tous ces sujets. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un j'aime et de ne pas oublier d'écrire votre commentaire sous cette vidéo. Voyons ensemble le bilan de cette journée du 2 juillet qui s'achève. Alors, je vais commencer par ce qui se passe en Russie en ce moment. Dans la ville russe de Kstovo, dans la région de Nijni Novgorod, dans la nuit du 2 juillet, au moment même où les Russes attaquant des immeubles résidentiels et des hôpitaux à Kiev, des explosions ont retenti à Kstovo, après quoi un important incendie s'est déclaré à la raffinerie de pétrole Lukoil. Des drones ukrainiens ont attaqué la raffinerie de pétrole Lukoil de Kstovo, Nijegorod Nefti Nijegorodsky. Nefteorg Zinté, et après une série d'explosions sur le territoire de l'entreprise, un important incendie s'est déclaré et une épaisse fumée s'est élevée au-dessus de la ville. Et la capacité de production de cette usine est d'environ 17 millions de tonnes de pétrole par an, ce qui fait de l'entreprise la 4e plus grande raffinerie de pétrole de toute la Russie. Le service de sécurité de l'Ukraine a officiellement annoncé avoir porté un coup réussi à la raffinerie de Nijni Novgorod et à la station de répartition de production linéaire Starolikeyeva dans la ville de Kstovo, région de Nijni Novgorod. La distance jusqu'à la cible est de 850 km. Le service de spécial ukrainien a souligné que la raffinerie de Nijni Novgorod est l'une des plus grandes entreprises de raffinage de pétrole de Russie. Elle produit de l'essence, du diesel, du kérosène d'aviation et d'autres produits pétroliers, dont une part importante est utilisée pour approvisionner l'armée russe. Et cette station de répartition de production de Starolikeyeva est un nœud important du réseau principal de pipelines de produits pétroliers par lesquels le carburant est transporté vers les régions centrales de la Russie. En d'autres termes, nous visons désormais non seulement les raffineries, mais aussi la logistique livrant les produits pétroliers au centre de la Russie. Il est intéressant de noter qu'en Russie même, la demande d'installation d'un équipement au gaz sur les voitures a fortement augmenté. En juin, le nombre de demandes de rééquipement a augmenté de 35% par rapport à mars-avril. Dans le même temps, la file d'attente pour équiper une voiture d'un équipement au gaz s'est allongée pour les 3 prochains mois. D'ailleurs, aujourd'hui, le journal russe Commerçant en parle et précise que les services qui s'en occupent sont sous le choc. Ils disent qu'ils s'occupent du rééquipement et se procurent l'équipement nécessaire pour les voitures. En même temps, les services qui s'occupent
du rééquipement rencontrent des difficultés pour acheter l'équipement nécessaire. La situation de l'essence est si tendue que les Russes se tournent vers le gaz. Eh bien, les automobilistes savent très bien que, premièrement, la puissance de la voiture diminue si tu passes au gaz. Deuxièmement, il faut l'entretenir beaucoup plus souvent. Troisièmement, elle tombera en panne bien plus vite. Il est également important de noter qu'en ce moment, la propagande russe a commencé à diffuser massivement des vidéos de files d'attente dans les stations-service ukrainiennes des régions frontalières du pays. En fait, ces derniers jours, les Russes attaquent férocement les stations-service en Ukraine, principalement dans les villes proches du front et des frontières. Il est évident pourquoi ils font cela. C'est pour essayer de détourner l'attention des Russes de leurs propres problèmes et dire « Écoutez, chez les Ukrainiens, c'est pareil, voire pire. Vous croyez être seul à faire la queue à la station-service ? Les Ukrainiens vivent la même chose. Et voilà toute la Russie, la nature même de la Russie. Ils n'ont pas besoin d'une vie normale. Un Russe moyen n'a pas besoin d'une vie normale. Ce qui compte pour lui, c'est que ses voisins vivent plus mal. C'est, je ne sais pas, le code génétique du Russe. Il veut que ses voisins vivent plus mal. Si les voisins vivent mieux, c'est mauvais. Il ne va pas chercher à s'améliorer lui-même. Il ne va pas essayer d'améliorer sa propre vie. Il va tout faire pour que son voisin vive plus mal. Et dans ce contexte, les Russes ont commencé à être mécontents de leur niveau de vie. La part des Russes qui se plaignent de la baisse de leur niveau de vie a atteint en 2026 son maximum depuis 20 ans d'observation. C'est ce qu'a révélé une enquête du service de recherche Gallup. Je vais maintenant citer leur déclaration. Peu de temps après le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, lorsque la Russie espérait s'emparer de Kiev, en quelques jours, l'opinion publique des Russes s'est ralliée autour du drapeau, et les gens ont commencé à voir de nombreux aspects de la vie de manière nettement plus positive. 4 ans et demi plus tard, le pessimisme a remplacé l'optimisme initial. Les espoirs d'un accord entre Vladimir Poutine et Donald Trump ne se sont pas réalisés. Les villes russes sont quotidiennement attaquées par des drones. Et l'inflation s'accélère, et selon les propres estimations des Russes, l'inflation est 2 à 2 fois et demi plus élevée que les chiffres officiels d'Eurostat. En conséquence, le niveau de confiance des Russes dans l'armée et le gouvernement a connu la plus forte chute jamais observée. La guerre est entrée dans la vie quotidienne des Russes. Il devient de plus en plus difficile pour le Kremlin de maintenir l'illusion d'une normalité économique. Et soudain, des troubles ont éclaté à la Douma d'État de la Fédération de Russie. Les autorités russes passent sous silence l'ampleur de la crise du carburant dans le pays qui a été provoquée par les frappes ukrainiennes contre les raffineries de pétrole. C'est ce qu'a affirmé Nina Astanina, présidente du comité de la Douma d'État pour la protection de la famille. Voici sa citation. Pourquoi le vice-premier ministre responsable ne dit-il pas honnêtement qu'environ un tiers des raffineries de pétrole sont hors service ? Et pourquoi ni lui ni les autres vice-premiers ministres et ministres compétents ne comptent-ils prendre des mesures d'urgence à cet égard ? En effet, le pays risque de se retrouver sans pain, ce qui, dans les conditions des sanctions internationales, serait catastrophique. De quoi parle-t-elle, me demanderez-vous ? Eh bien, le fait est que récemment, les agriculteurs des régions du sud de la Russie ont commencé, pour une raison quelconque, à se plaindre d'un manque de carburant diesel, et aussi de la forte hausse des prix de ce carburant à la veille de la campagne de récolte. Autrement dit, la moisson approche. Les agriculteurs n'ont pas de gazole et s'en plaignent, on ne sait pourquoi. Où est le gazole ? Je rappelle que les forces armées ukrainiennes ont intensifié leurs frappes contre les raffineries de pétrole russes. En conséquence, le raffinage du pétrole en Russie centrale s'est pratiquement arrêté. Et le taux d'utilisation des raffineries est tombé à son niveau le plus bas depuis 2009. Dans ce contexte, plus de 40 régions ont imposé des restrictions sur la vente de carburant, y compris les territoires occupés d'Ukraine. Dans le même temps, des plaintes concernant de véritables pénuries d'approvisionnement, pas seulement officielles mais réelles, ainsi que des stations-service vides et fermées, ont été signalées dans 80 des 85 régions de la Fédération de Russie. Dans le même temps, Vladimir Poutine a précédemment reconnu que les frappes des forces armées ukrainiennes contre l'infrastructure russe créent des problèmes et entraînent une certaine pénurie de carburant. Dans le même temps, il a assuré que, je cite, « tous les sites endommagés sont réparés assez rapidement et que tout fonctionne de manière stable chez nous ».
Et vous savez, à ce moment-là, je veux dire à tous ces Russes qui regardent mes émissions et qui oseront ouvrir la bouche et écrire dans les commentaires que ce qui s'est abattu aujourd'hui sur Kiev, ce sont des frappes de représailles. Écoutez attentivement. Il existe un concept appelé lien de cause à effet. Je vous recommande à chacun d'entre vous de taper lien de cause à effet dans Google ou dans n'importe quel moteur de recherche, même si vous n'utilisez probablement pas Google. L'intelligence artificielle vous l'expliquera. Eh bien, c'est précisément la Russie arriérée qui, en 2014, a annexé la Crimée et envahi le Donbass. C'est précisément la Russie qui, en 2022, a lancé une guerre à grande échelle contre l'Ukraine. Par conséquent, la Russie est l'agresseur. Et tout ce que fait l'Ukraine, ce sont des frappes de riposte. Tout ce que fait la Russie, ce sont des actes d'agression auxquels l'Ukraine est obligée de répondre. C'est tout. Point final. Tout ce que fait la Russie est une agression, jamais une riposte. Des actions de riposte, ce serait si l'Ukraine avait commencé la guerre en premier, si l'Ukraine avait attaqué la Russie en premier. Si l'Ukraine avait occupé une partie de la Russie, alors toutes les actions de la Russie seraient qualifiées de riposte ou d'autodéfense. Dans la situation actuelle, la Russie est l'agresseur. Un agresseur sauvage, barbare, qui bombarde des villes paisibles. Elle frappe des immeubles résidentiels, des hôpitaux et ainsi de suite. Voilà, et encore une chose, il ne faut pas écrire « Où étiez-vous pendant 8 ans ?» L'Ukraine a bombardé le Donbass pendant 8 ans, même si c'était le cas. Admettons hypothétiquement dans votre petit cerveau que ce soit vrai, l'Ukraine a bombardé le Donbass. Quel rapport avez-vous avec le Donbass ukrainien ? C'est le territoire d'un État souverain, sur lequel vous, sauvages et barbares, êtes venus faire valoir vos prétendus droits et vous emparer de territoires. J'espère que j'ai été parfaitement clair. Et dans ce contexte, la crise du carburant a déjà fait grimper les prix à la pompe dans les régions russes, au-dessus de ceux des États-Unis. Et cela porte un coup très dur à l'économie. Déjà dans 12 entités de la Fédération de Russie, l'essence IA 92 coûte officiellement plus cher que son équivalent aux États-Unis d'Amérique, car là-bas il s'appelle Regular. C'est ce que montrent les statistiques d'Eurostat. Et selon les données de l'Association américaine de l'automobile, le Regular aux États-Unis coûte en moyenne 1 dollar par litre, soit 78,32 roubles au taux officiel de la Banque centrale au 29 juin. Parce que leur dernière donnée s'arrêtait au 29 juin. Dans les régions russes, le prix du carburant est déjà proche ou même supérieur à 80 roubles par litre. Par exemple, au Kamtchatka, l'essence coûte déjà 85,5 roubles le litre. Au Daghestan, c'est presque 90 roubles. En Tchétchénie, c'est un peu plus de 90 roubles. Et dans la République de Touva, c'est 97,5 roubles. C'est ce qui est officiel. En même temps, les prix réels de l'essence, par exemple en Crimée occupée, sont plusieurs fois supérieurs à ceux publiés dans les statistiques officielles. Ils atteignent 200 roubles le litre, et ça, c'est si vous arrivez encore à l'acheter officiellement. Sinon vous devrez l'acheter encore plus cher chez les revendeurs. Il convient de noter qu'en ce moment, les prix du pétrole reculent, poursuivant leur baisse pour la 3e séance consécutive. Après que le Qatar a annoncé des progrès dans les négociations indirectes entre Washington et Téhéran, axées sur le détroit d'Ormuz. Ainsi, les contrats à terme sur le pétrole Brent sont déjà tombés à 70 $ le baril. Cela signifie que le pétrole russe Urals chute vers la barre des 50 $. Et cela signifie que tous ces super profits tirés du pétrole pour le Kremlin prennent fin. Les analystes ont adressé aujourd'hui un message aux dirigeants européens. La Russie a utilisé des pétroliers de la flotte de l'ombre pour effectuer des reconnaissances de l'infrastructure militaire de l'OTAN dans les pays européens, dans le but d'identifier les points faibles du système de défense anti-aérienne. C'est la conclusion tirée par les analystes de l'Institut international d'études stratégiques. Selon le rapport publié entre août 2024 et février 2026, il a été officiellement enregistré 144 cas où des drones russes ont pénétré sur le territoire d'une dizaine de pays de l'OTAN et de l'Irlande, ce qui a parfois entraîné de graves perturbations, comme la fermeture de grands aéroports. Environ la moitié des cas enregistrés de détection de drones russes concernaient précisément des sites militaires.
Selon le rapport, des drones sont apparus au-dessus de plusieurs sites stratégiques, y compris des lieux de stockage de bombes nucléaires américaines et la base française de sous-marins à missiles balistiques. Ces incidents faisaient partie d'une vaste campagne de la Fédération de Russie visant à utiliser des drones dans le ciel européen. Leur objectif était de cartographier et de tester les systèmes de défense aérienne européens, conçus pour contrer des menaces plus graves telles que les missiles, les bombardiers et les chasseurs. C'est ce qui est écrit dans le rapport. Cependant, ces systèmes rencontrent des difficultés à suivre les appareils volant à basse altitude, lents et de grande taille, mais aussi les petits appareils, y compris les drones. Et voici une citation tirée du rapport de l'Institut. Nous estimons probable que des navires liés à la Russie et leur flotte fantôme aient été utilisés comme plateforme maritime pour le lancement, l'interception ou la retransmission des signaux des drones. Les pays européens ayant subi des intrusions de drones, parmi lesquels l'Allemagne, le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas et d'autres, ont principalement cherché à éviter d'attribuer la responsabilité de ces actions à la Russie, bien que les liens soient évidents. L'évaluation de la réaction de l'Europe est inégale et fragmentée, avec une identification extrêmement lente du responsable et souvent des options de riposte disproportionnées. Et donc, selon les analystes, l'absence d'activité de drones en Méditerranée s'explique en grande partie par des capacités plus développées dans la région, notamment en matière de surveillance maritime et d'utilisation de sous-marins américains. Se déplacer là-bas sans être remarqué, sans parler du lancement de drones, est beaucoup plus difficile. C'est pourquoi les pétroliers de la flotte fantôme ne circulent pas aussi fréquemment là-bas qu'ils le font en Baltique. Et donc, le co-auteur de l'étude, Louis Berne, a noté que certains gouvernements enquêtent activement sur ces incidents, même s'ils ont publiquement fait semblant d'avoir tout oublié. Toujours selon lui, lorsque début 2026, les pays européens, en premier lieu la France, ont commencé à arrêter et à inspecter les pétroliers russes de la flotte fantôme, les incidents impliquant des drones se sont pratiquement arrêtés. Ce qui ne fait que prouver que les Russes utilisaient sans autoriser ces pétroliers pour lancer des drones. Mais quand on a commencé à fouiller et à contrôler ces pétroliers, les Russes ont décidé d'arrêter. Dans ce contexte, l'Union européenne a récemment autorisé l'utilisation de navires militaires pour intercepter et fouiller les pétroliers fantômes en Méditerranée. Enfin, et l'Ukraine, qui a déjà attaqué une dizaine de ces navires, a appelé l'ONU à reconnaître les pétroliers de la flotte fantôme comme des cibles militaires légitimes. Il est donc important de noter que les Européens, même s'ils restent silencieux, agissent tout de même. Et il semble que l'époque de la flotte fantôme touche progressivement à sa fin. Aujourd'hui, en Allemagne, le premier et unique suspect arrêté pour l'organisation des attentats contre le gazoduc Nord Stream a comparu devant le tribunal. Il s'agit d'un citoyen ukrainien âgé de 50 ans. Le parquet fédéral allemand l'accuse d'avoir attaqué une infrastructure énergétique civile, ce qui, selon le droit pénal international, est considéré comme un crime de guerre. Le suspect est également accusé d'avoir organisé une explosion à l'aide d'un engin explosif présumé et d'avoir détruit des installations. Ainsi, selon la version de l'accusation allemande, Sergei K., jusqu'en 2015 environ, travaillait pour le service de sécurité ukrainien et a dirigé un groupe de 7 personnes qui auraient organisé l'explosion du gazoduc au fond de la mer Baltique en septembre 2022. À la fin de l'été 2022, l'accusé est arrivé sur le site à bord d'un voilier de location, l'Andromeda, avec une équipe composée de 4 plongeurs professionnels, d'un expert en explosifs et d'un skipper. Après cela, l'équipe a installé à une profondeur d'environ 80 mètres plusieurs dispositifs explosifs composés d'un mélange hautement efficace de RDX et d'octogène. Le 26 septembre, 3 branches du Nord Stream ont été détruites en même temps. Et voilà que les enquêteurs ont découvert sur l'Andromède, alors que le yacht était en hivernage sur l'île de Rügen, des traces d'un mélange de RDX et d'octogène. D'ailleurs, l'octogène est une substance utilisée spécifiquement par les militaires. Ces échantillons correspondaient à ceux prélevés sur les gazoducs Nord Stream détruits. Ils ont également trouvé sur le yacht des empreintes digitales,
un t-shirt noir avec des cheveux restés dessus, une casquette, un thermos et plusieurs tasses à café usagées. Et selon le parquet fédéral allemand, 7 Ukrainiens sont soupçonnés d'appartenir au groupe des forces spéciales qui auraient provoqué l'explosion. L'un d'entre eux, malheureusement, est déjà mort à la guerre que la Russie a déclenchée contre l'Ukraine. Selon l'enquête, au moment des attentats, Sergueï K., qui est en détention en Allemagne depuis novembre de l'année dernière, était un militaire de l'armée ukrainienne, comme en témoigne sa carte militaire. L'homme a été arrêté à l'été 2025 alors qu'il était en vacances en Italie. Selon la Cour fédérale de justice allemande, Sergueï K. a servi dans une unité d'élite des forces armées ukrainiennes avec le grade d'officier. Et dans la décision de la Chambre fédérale de justice d'Allemagne de décembre 2025, il est indiqué qu'il est très probable que le sabotage des gazoducs Nord Stream ait été réalisé sur ordre d'un État étranger dans le cadre d'une opération des services secrets. Eh bien, des services secrets. D'après ce document, la responsabilité de ces opérations incombe aux agences gouvernementales à Kiev. Dans la déclaration publiée, les procureurs allemands affirment que le commanditaire du sabotage était, je cite, « les organes d'État ukrainiens ». Et selon le document, sur ordre de Kiev, les complices devaient en commettre le sabotage, dans le but, je cite, « d'arrêter complètement les livraisons de gaz par ces gazoducs et de priver la Russie de la possibilité d'utiliser les revenus du commerce du gaz naturel pour financer des actions militaires », ce qui est logique. Sergueï K. lui-même rejette toutes les accusations. L'Ukraine, comme vous le constatez, ne commente pas publiquement ce sujet pour l'instant, et elle a raison. Je suis sûr qu'au niveau diplomatique, des négociations sont bel et bien en cours sur cette affaire. Je m'arrête là. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.